Merci pour cette question, en tout cas, qui, pour ma part, en fait, englobe déjà de façon résumée, si je peux m'exprimer ainsi, en tout cas, l'objet et l'objectif pour lequel certains communicants proches du GPS s'expriment pour le compte, d'accord, pour leur soutien non voilé à l'AES. Fait d'actualité la semaine dernière à Niamey, à la base 101, il y a eu une attaque dont personne n'ignore l'impact de cela. Nous avons eu la déclaration du général Tiani à l'encontre de trois personnes. Emmanuel Macron, M. Patrice Talon et également M. Alassane Draman Ouattara. Les propos ont été jugés durs pour certains et d'autres disaient que ces propos étaient mérités. Que peux-tu dire, toi, en tant qu'Ivoirien, suite aux propos du général Tiani à l'encontre de M. Ouattara? Déjà, moi, j'ai noté que le général Tiani a su faire le distinguo entre le pouvoir d'Alassane Ouattara et le peuple de Côte d'Ivoire. Voilà, il a nommément cité M. Alassane Ouattara, mais il faut savoir que la déclaration du général Tiani est subséquente à des déclarations antérieures faites par Alassane Ouattara, qui avait promis à envoyer un bataillon combattre le Niger pour réinstaller son ami Mohamed Bazoum, alors que lui-même avait reçu Damiba. Bon, on se demande bien, peut-être comme si le Burkina c'est son pays d'origine, il ne voulait pas emmener un bataillon lorsque Damiba, qui faisait la courbette pour lui, mais quelle est cette indignation sélective de vouloir faire la guerre au Niger parce qu'on n'est pas d'accord en odeur de sainteté avec les militaires qui sont au pouvoir, alors qu'on a été gentil, ami avec Damiba. Voilà, donc moi je pense que M. Tiani, c'est un chef d'État qui tient ce genre de propos, certainement qu'il a des éléments probants pour porter des accusations contre Alassane Ouattara, Emmanuel Macron et Patrice Talon. Donc on va attendre des résultats des enquêtes qui sont promis de part et d'autre, et on verra bien ce que ça va donner, ces résultats-là. Mais en tout cas, c'est une déclaration très très grave, qui vaut son pesant d'or, si je peux m'exprimer ainsi, dans le champ politique. J'ai vu donc en réaction le porte-parole du gouvernement Amadou Koulibaly, une déclaration, excusez-moi, que j'ai trouvé inepte. Cette déclaration, oui, bien sûr, il a sorti l'ineptie selon laquelle tant que c'était la Côte d'Ivoire qui était vilipendée, eux, ça ne leur disait presque rien. Mais dès lors qu'on a nommément cité Alassane Ouattara, eux, ça leur fait mal et ils ne toléreront pas ça. C'est-à-dire, Alassane Ouattara est lui au-dessus de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est ce qu'on a perçu de cette déclaration-là. Et je trouve que c'est une ineptie, une absurdité qu'il ne faut pas laisser passer. Voilà, Alassane Ouattara, de la mort, il va mourir. C'est une lapalissade. Comme nous tous d'ailleurs, de la mort, on va mourir, mais on va mourir pour laisser la Côte d'Ivoire. On va tous mourir avant la Côte d'Ivoire. Donc, personne ne peut être au-dessus de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ce que je voulais répondre sur cette question. Je vois quelqu'un qui dit que c'est l'État islamique qui a revendiqué l'attaque. Mais quand on connaît le modus operandi, comment l'État islamique s'est installé? Il faudra faire l'effort très cher aujourd'hui de ne pas prendre en compte les commentaires. Voilà, pour qu'on soit vraiment dans la dynamique de notre petite interview. Je serai un petit peu dictatorial sur mes méthodes ce soir. Alors, d'accord. Vice-présidence, voilà, un poste taillé pour Monsieur Téné Birahima Ouattara. C'est l'information qui est tombée il y a de cela quelques semaines. Qu'est-ce que l'on peut dire? Je pense, pour les militants du RHDP, anciennement RDR, effectivement, il est la personne qui sied avec ces vêtements-là de potentiels successeurs. Ce fut votre mentor, il fut un temps. Qui ça? Ce fut votre mentor. Il fut un temps, je veux parler de M. Soroki Bafori-Diom. Oui. Ce fut un temps. Certaines personnes avaient pronostiqué sur M. Soroki-Diom. Ils ont même dit que M. Soroki-Diom a complètement changé quand il s'est rendu compte qu'il ne serait pas l'héritier tant choyé, tant aimé. M. Téné Birahima Ouattara, aujourd'hui, est adoubé, que l'on veuille ou pas, renforcer avec ce poste de vice-premier ministre et bien évidemment son poste de ministre de la Défense. Alors, déjà, ton appréciation, est-ce qu'il est l'homme du moment et
Et puis, comment Sorogium se sent? Se sent-il parfoué par le père? Non, 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 non. Faut pas. Oui, il y a eu beaucoup de déclarations à propos, mais faut pas en tenir compte. Regardez, moi, je vais vous prendre un simple exemple. C'était Sorogium, par qui toute cette affaire a commencé, parce que c'était lui le dauphin. Après, on lui a racheté le dauphinat. Ils ont créé un poste de vice-président. En tout cas, ils l'ont écarté quand ils n'ont pas voulu soit respecter leur promesse qui avait été faite avant qu'ils n'accèdent au pouvoir, soit ils voulaient en finir avec Monsieur Guillaume Soro. Bon, bon an mal an, le monsieur est en exil, il vit sa vie, voilà, son parti fonctionne tant bien que mal, mais en tout cas, ses fidèles, des plus fidèles, sont là. Voilà, Monsieur Guillaume Soro, voici son cas. C'était Ahmed Bakayoko, ensuite. Non, Amadou Gon Coulibaly, qui était le dauphin putatif désigné, qui est parti ad patres, paix à son âme. Ensuite, c'était donc Ahmed Bakayoko. Dès lors que Ahmed Bakayoko a eu donc des velléités, bon, il y a eu des enquêtes sur la drogue. On disait que oui, c'était lui qui était à l'origine de toute la poudre blanche qui était déversée sur la Côte d'Ivoire. Vous avez vu l'enquête de Vice Media, pour ne pas revenir sur la question, où des ministres même avaient témoigné contre Ahmed Bakayoko. Bon, je pense que il s'est brûlé les ailes, comme pour rappeler encore une fois le mythe d'Icare. Ahmed Bakayoko est parti ad patres, paix à son âme. Ensuite, il y a eu l'intervention de Monsieur Adama Bictogo, qui avait dit que si Alassane Ouattara ne partait pas, mais en tout cas, lui, il était prêt pour présider aux destinées de la Côte d'Ivoire. Bon, après, on a vu les conséquences qu'il a subies. Voilà, je pense qu'on n'a jamais autant ouvert d'enquête sur une personnalité. On fouille dans ses affaires, on lui emmène des huissiers, que ce soit à la société de transport Lagunet STL, que ce soit à Snedaï, partout il est poursuivi au point où le monsieur a délocalisé presque toutes ses affaires au niveau du Cap-Vert. Voilà, je pense qu'il était dans un séjour hexagonal très récemment pour essayer de chercher des soutiens, mais en tout cas, il a été débarqué. L'arracheur de tabouret a vu son tabouret lui être arraché. Donc, ce qui est arrivé à Maklakla est bien également arrivé aussi à Makloklo. Ensuite, un autre exemple pour terminer sur cette question. Ils ont posé la question à Adjoumani. Adjoumani, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que nous, là, c'est devant nos femmes même on peut rêver d'être président. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas ils n'ont même pas cœur, comme les Ivoiriens disent, pour dire qu'ils vont formuler l'intention de devenir président de la République. Donc, il a fait montre de tout son aplaventrisme. Cela n'a pas suffi. Son strapontin lui a été arraché. Voilà. Le poste de vice-premier ministre, c'est dans le mouvement légal mouvement normal de d'évolution successorale dynastique du pouvoir. Monsieur Alassane Ouattara, pour protéger ses arrières, mais il veut mettre son petit frère pour couvrir tous les crimes qu'il a commis, pour ne pas que la justice, sur des scandales financiers, sur la corruption qui croît à un rythme exponentiel, sur les assassinats, sur la caporalisation du pouvoir d'État, en violation perpétuelle de la Constitution, il est obligé de vouloir mettre son petit frère. Maintenant, dès lors que son petit frère, ce poste-là a été taillé sur mesure pour lui, parce que j'ai entendu certains dire, oui, ce poste-là a existé par le passé. Ce poste a existé par le passé, mais il n'y avait pas de président de la République en Côte d'Ivoire. Monsieur Félix Houphouët-Boigny était premier ministre de Côte d'Ivoire. Donc, il n'y avait pas de, il n'y avait pas de, mais ce poste a été taillé justement pour lui. Mais maintenant que ce poste est taillé pour lui, quelle campagne ne remarque-t-on pas sur les réseaux sociaux où on trouve des laudateurs, des groupes de soutien, des mouvements de la 25e heure qui viennent TBO président, TBO président. Mais qu'est-ce qui arrive à TBO quand on dit TBO président? Mais c'était Soro cloué au pilori, c'était Ahmed Bakayoko voué aux hégémonies, et c'est maintenant Adama Bictogo qui, si il ne fait pas preuve d'aplaventrisme, va connaître l'exil très très bientôt avec toutes les difficultés y afférentes. Donc, vous voyez cette question-là, c'est juste le le grand frère qui veut donner le pouvoir à son petit frère pour protéger ses arrières. C'est simple. Il n'y a pas à faire Harvard, il n'y a pas à faire Sciences Po pour comprendre ça. C'est tout simple. Et c'est dans un plan savamment orchestré qu'ils sont engagés. Ok. Alors, venons-en au fait. GPS. Comme vous me l'avez indiqué, comme tu me l'as indiqué, parce que tu m'as dit, c'est pas le GPS, c'est le GPS. Parti dissous. Est-ce qu'aujourd'hui, les personnes existantes de GPS ne sont-ils pas seulement de la cabine du virtuel? Ne les entend-on pas exclusivement? Non. On sent.
tu es presque un allié pour moi. Et moi, dans les alliances, moi, je fais pas de trahison. Je sais ce qui, toi et moi, nous lie. Voilà, donc on va pas dire certaines choses et tout ça. Mais bon. Là, tu m'embarrasses là, parce que là, Non, les gens, non. ils vont tendre à plusieurs échelles. C'est bien, il faut donner des exercices aux gens pour qu'ils essaient de réfléchir. Voilà. Bon, vas-y. GPS, vous savez, je vois des militants du RHDP qui sont dans les commentaires. Bon, je vais faire un nivellement vers le bas avec mon langage pour qu'ils comprennent quelque chose. Vous savez, le RHDP, naturellement, quand on promeut que des militants à des postes qui ne leur sont pas dus, n'excelle pas. Question coup près. Montrez-moi une seule fois où le RHDP a gagné un procès. Contre Guillaume Soro, contre Laurent Gbagbo, contre des opérateurs économiques. Jamais à l'extérieur. Mais c'est justement parce que il y a une forme de réflexion verticale, la verticalité de la pensée. Le chef peut faire des erreurs, mais tout le monde, comme des moutons de panurge dans un panurgisme imbécile, ils vont répéter les mêmes erreurs. GPS n'a jamais été un parti politique. Dans la loi en Côte d'Ivoire, je vous enjoins de vérifier, c'est la justice qui peut dissoudre un parti politique. Mais quand il s'agit de la question des mouvements et des associations, comme c'est le cas de Génération et Peuple Solidaire, c'est un décret présidentiel, comme ça se fait en France, comme ça se fait en Belgique, comme ça se fait dans presque tous les pays francophones. Donc, brandir une décision de justice pour interdire les activités de GPS, c'est une décision qui n'a pas de ressort juridique solide et tenable, c'est indéfendable. Voilà. Maintenant, on peut comprendre l'acharnement contre GPS parce que tantôt, c'est eux qui disaient que Soro, c'était fini. Tantôt, c'est eux qui disent encore que Soro, il veut renverser le régime. Bon, de là, je peux comprendre l'acharnement qu'il y a contre le pouvoir. Regardez sur la question, par exemple, du renversement. Dont il se gargarise, Soro, c'est un rebelle, il voulait faire coup d'État, c'est un putschiste. Il a eu la perpétuité, c'est fini. Mais tous les militaires de la garde rapprochés de M. Guillaume Soro, qui avait été pris avec lui le 23 décembre, qui avait été pris à Abidjan, arrêtés, ils sont allés en prison, ils sont sortis. Ils sont aujourd'hui militaires encore dans l'armée régalienne de Côte d'Ivoire. Mais Soro voulait faire coup d'État avec qui? Il voulait faire coup d'État avec sa femme, ses enfants, peut-être moi. On était peut-être 4, avec 17 Kalachnikov pour faire un coup d'État. Vous savez, moi j'aime les films de fiction. Voilà, parce que ça fait, mais faut éviter d'appliquer la fiction à la réalité. Et pour ça, moi je pense que Alassane Ouattara mérite un prix Nobel, parce que c'est le prix Nobel de la réalité quantique. C'est lui qui a réussi à opposer la virtualité à la réalité. Voilà, parce qu'il y a rien qui marche. Imaginez-vous que dans un pays comme la Côte d'Ivoire, on dit il y a 2% de chômage. Et puis, ils sont là, ils mentent dans un mensonge in vivo, qu'eux-mêmes ont créé. Alors que les vrais chiffres du chômage sont là. Voilà, mais ils sont sûrs de leur mensonge, ils se mentent et puis bon, ils veulent nous faire croire, gober leurs mensonges. Donc, moi, quand je vois tout cet environnement-là aujourd'hui, c'est une justice qui est inféodée au desiderata du clan Ouattara. Il n'y a rien, ils font ce qu'ils veulent. Voilà, sinon, je vais prendre l'exemple de quelqu'un que j'ai vu pérorer sur les médias récemment. Il s'agit du sieur Al-Mustafa. OK? Oui. Mais ce dernier n'était-il pas condamné? Oui, je m'en souviens, oui, effectivement. Mais comment il est condamné et puis il sort du pays, hein? Il va, par exemple, sur les médias internationaux, il va pas en prison. Mais quand on est condamné, on va à la Maca. D'accord. Je vais prendre l'exemple d'un jeune qui fait pas de politique, par exemple, mais qui excelle dans les actions sociales tout récemment. Il s'agit donc du dénommé Apouchou. Mais le nombre d'actions sociales que Apouchou fait, c'est symptomatique de la précarité du social en Côte d'Ivoire. Mais ce dernier-là, il est allé en prison pour une question de blanchiment. Je pense qu'il avait demandé son passeport récemment pour voyager, pour aller voir quelqu'un en France, mais on lui a refusé donc de le laisser partir. Alors que bon, il a une adresse en Côte d'Ivoire, il allait partir pour revenir. Mais lui donc ne peut pas sortir du pays. Mais Al-Mustafa, qui est un laudateur du régime RHDP,
qui est un prisonnier confirmé, mais lui, il sort du pays, il fait ce qu'il veut. D'accord. C'est intéressant, c'est très intéressant cet exemple. Ça veut dire qu'en fait, les prisonniers ne sont pas traités de la même manière selon leur sensibilité politique, c'est cela? Mais, on sent, c'est une lapalissade, là. Bon, c'est ton appréciation, ce n'est pas la mienne. Là, c'est pas ça qui t'exprime. Non, mais bien sûr, bien sûr, Voilà. bien sûr. Qui du RHDP va sortir pour insulter Laurent Gbagbo, pour insulter Guillaume Soro, ancien Premier ministre, ancien président de la République, pour insulter Feu Henri Konan Bédié, pour insulter des anciens chefs d'institution, mais il ne sera pas inquiété. Mais dès lors que Jean-François Kouassi est sorti pour parler d'un problème réel en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'il est surcitaire, mais il a été condamné. Ah oui, oui, en effet, oui. Voilà. Donc, comme Amadou Kourouma le disait, la principale institution dans une dictature, c'est la prison. Et nous sommes sous une dictature. Alassane Ouattara est un dictateur. Voilà, donc il ne peut faire qu'un dictateur. Une belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Un dictateur ne peut être qu'un dictateur. D'accord, bah, en tout cas, très bon, ok. Le message est passé, mais venons-en sur une situation qui est très importante. Je sais que on échange souvent sur des points intéressants, c'est-à-dire les actions d'État. Nous savons que nos paysans aujourd'hui subissent une situation très très compliquée. Et je sais que bien évidemment, au-delà de tes lignes, au-delà de tes postes, tu es une personne qui pense véritablement projet pour la Côte d'Ivoire et solution. La situation. Non, la solution déjà, j'estime, et ça, il faut que, voilà, nos amis le retiennent sur ce panel. Alassane, la solution, c'était le plus grand blasphème. Ah, bon. Okay. C'était vraiment, on était jeunes à l'époque. On n'avait pas beaucoup, je n'avais pas encore fini mes cours de philosophie, donc peut-être que je n'avais pas cette perception-là. Peut-être qu'on m'avait donné un petit Nassidi quelque part qui allait me moutoniser. Et Dieu merci que, j'en suis sorti. Je ne pas permis de citer cela. Mais c'est le plus gros blasphème de dire la solution. Ado, la solution, c'est Dieu qui est la solution. Tu es la solution, on t'a mis maintenant au pied du mur. Maintenant, tous les problèmes sont là. Tu prends crédit seulement sur crédit. Mais tout le monde sait le faire. La dernière fois, j'ai eu à intervenir sur cette question. Dès lors qu'on a un capital confiance, le pouvoir de Niamey en 2011, vous pouvez vérifier ce que je dis. Ils ont fait 11% de taux de croissance. Oui. 11% de taux de croissance. Oui, tout à fait, oui. Mais au niveau, dans nos économies africaines, un taux de croissance élevé n'est pas symptomatique de la qualité du PNB, par exemple, ou du PNB qui réagit directement, par exemple, sur l'indice de développement humain. Voilà. En tout cas, en France, on a 0,1% de croissance. Aux États-Unis, 1% ou 0,5% de croissance. Mais on voit la qualité du social en France et on voit la qualité des soins hospitaliers qui sont donnés aux gens et le niveau de vie. Mais comment on peut avoir 6-7% de croissance alors quand on va à l'hôpital, on n'arrive même pas à se soigner? Voilà, c'est tous ces paradoxes-là qu'il faut soulever. La question donc était sur la question agricole. Exactement. Pour le cas de nos paysans, concernant le cacao, d'accord, on a eu une augmentation assez exponentielle cet été où les prix étaient fixés. C'était une augmentation électoraliste. Mais on va en venir là au fait. Alors, quels sont à combien on achetait le cacao au Cameroun? Je crois je pense qu'ils étaient à 5 000 francs CFA. Oui, 5 000, plus de 5 000. Mais permets, Kader. Je veux qu'au-delà de pointer du doigt et critiquer, je veux également des solutions de la part du GPS. Qu'est-ce que le GPS pourrait proposer comme alternative? Merci. Moi, je vais retrouver la vidéo de l'intervention de M. Guillaume Soro en 2025, où il parlait de son programme agricole pour les Ivoiriens. Voilà. C'est non seulement la modernisation de ce secteur, et puis il faut sortir un peu du binôme café-cacao qui est en train d'atteindre ses limites. C'est un secteur à faux tort de corruption. Il y a tellement de corruption dans ce secteur-là. Pendant que les gens achetaient le cacao à 5 000, 6 000 francs au Cameroun, pourquoi Alassane Ouattara n'a-t-il pas augmenté les prix du cacao en ce moment-là? Alors, dès lors qu'on va à une élection présidentielle, entre guillemets, qu'est-ce qui se fait? Il fait un prix électoraliste. Dès que l'élection est passée, la crise du cacao survient. C'est Adjoumani, je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles il a été débarqué, parce que c'était
Ma foi, je vais beaucoup utiliser INEFCI aujourd'hui. C'était INEFCI de dire qu'on vend le cacao de la Côte d'Ivoire en avance. Mais ce secteur-là, il y a tellement... Je vous rappelle qu'il y a eu le scandale des 500 milliards de francs CFA détournés dans ce secteur. On ne sait pas jusque-là, il n'y a pas eu de procès. Mais en tout cas, il faut... Est-ce que tu peux me confirmer, en fait, ce scandale? Parce que moi, je m'en souviens, j'en ai discuté avec certaines personnes. Madame Ramatali était citée, c'était sur Lambek Asikonan. C'est un scandale qui a véritablement existé. Bon, après, ça a pris différentes tournures, tout comme le scandale de l'université a également existé. Bon, après, vous savez, quand on met des pansements aussi sur des pieds en bois, voilà, on essaie de couvrir un instant les scandales, mais après, ça se découvre. Et ça, ce sont des scandales qui sont consignés, dont on reparlera bientôt. OK. Alors, un message aussi, d'accord, pour le social. C'est très important parce que effectivement, la Côte d'Ivoire n'a pas cette culture sociale. On nous dit aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est une embellie économique. Beaucoup de gens disent qu'il y a un satisfecit de la part de la population ivoirienne. Qu'est-ce qu'on peut constater aujourd'hui? Vous êtes arrivé, quand je dis vous êtes arrivé, il fut un temps, oui, effectivement, en 2011, tu accompagnais le président Soro-Wiwa à cette époque. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut dire entre 2011, on fait un comparatif, je veux que le comparatif soit vraiment sincère, au-delà de nos appréciations. Est-ce qu'on peut dire de 2011 à 2026 aujourd'hui, le social ivoirien se porte bien et que la vie des citoyens ivoiriens, elle est meilleure? Bon, vraiment, tu me poses des questions. Je pensais que j'allais avoir beaucoup de colle ce soir, mais ce sont des questions tellement faciles, d'autant plus que les Ivoiriens eux-mêmes qui sont sur ce panel savent la vacuité de la couverture maladie universelle qui est imposée à tous les Ivoiriens aujourd'hui. Vous savez, j'ai pour habitude d'imager avec ce fait. En Côte d'Ivoire, on peut rouler sur une belle route si le SAMU arrive à temps, parce qu'il faut payer le SAMU également. On va t'embarquer parce que tu es malade, tu vas rentrer dans un bel échangeur, rouler très vite, par exemple, pour arriver à l'hôpital, mais ta couverture maladie universelle ne pourra pas te sauver. Ils ont lancé, le gouvernement ivoirien, ce qu'on appelait le programme des filets sociaux. Bon, c'était tellement animalisé encore, les Ivoiriens, les chosifiés. Donc, ils prennent un filet, ils lancent dans la mer des pauvres, ils en retirent quelqu'un et puis ils font des subventions. Ils ont appelé ça filets sociaux. Mais quand on a des filets sociaux, où on va pêcher certains pauvres pour leur donner, mais c'est du cosmétique. Ça ne règle pas la substance de la question. Parce qu'on a pêché quelques pauvres à travers les filets sociaux, et puis les autres pauvres là sont encore dans la gadoue. Ils sont dans la misère, ils sont en train d'avoir tous les problèmes du monde. Échec absolu. Absolu échec. Le cas du social de M. Alassane Ouattara, il n'a rien résolu en Côte d'Ivoire. C'est ce que les latins disent, le flatus vocis. C'est-à-dire, c'est du flafla. C'est du français, hein, il faut le préciser. Voilà. C'est du flafla. Du flatus vocis. Rien, les malinqués disent Dagbashi. C'est un Dagbashi présidentiel. Parce qu'il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Il a construit certes des routes, on peut lui accorder ce crédit. Il est en train de construire une tour à sa gloire. Voilà, de la tour F, dit-on. Mais bon, quel est l'impact que cette tour F-là aura sur le panier de la ménagère? Vous savez, nous, à GPS, on a appris à faire quelque chose avec des scientifiques qui nous accompagnent sur ce genre de questions-là. On a réussi à quantifier la misère humaine en Côte d'Ivoire. Faut pas se promener dans les rues de Cocody pour essayer de la quantifier. Faut se promener à l'intérieur du pays. Faut aller à Bobo Cloetia, faut aller à Andokwa Yopougon, faut aller à Bobo derrière Rail. Faut aller voir la vraie misère des Ivoiriens. Mais comment diantre, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, le salaire minimum interprofessionnel garanti est de 70 000 francs CFA, 75 000 francs CFA, et puis un studio coûte 100 000 francs, par exemple, à Cocody, sans qu'on ne puisse résolver ce genre de questions. Non. Le social, ça ne marche pas. Une embellie économique, c'est un oxymoron avec ce que je viens de dire. Comment on peut avoir une embellie économique avec un SMIC de 75 000 francs CFA? Voilà. Donc, c'est un pays qui devient la propriété des plus riches, parce que c'est pas du populisme que de le dire. On a carrément vendu le pays. Ils ont carrément vendu le pays. Moi, j'ai eu l'été dernier, j'étais en déplacement au Vietnam.
et au Vietnam, qui est un parti, qui est un pays rouge, c'est un pays communiste. Et tout ça, qui a fait une ouverture, par exemple, sur les marques internationales, pas comme Cuba, que je connais bien, par exemple, également. Mais j'étais là, moi qui suis pas friand des fast-foods, je suis allé manger un fast-food. Déjà, il faut savoir que les salaires sont très bas au niveau du Vietnam. Je me rappelle que j'ai retiré 100 euros, ça me faisait 2 millions de VND. Si je ne m'en abuse, on pourra vérifier les taux après. Mais je parlais avec quelqu'un, par exemple, qui me disait qu'il était payé 10 millions de VND. Je dis, ah ouais, 10 millions. Bon, à entendre comme ça, 10 millions, il dit non, c'est pas les 10 millions. Bon, j'ai compris qu'on a calculé, mais en tout cas, il était dans les 600 euros qu'il recevait. Mais il y avait une qualité de vie au niveau du Vietnam, par exemple. Je suis allé manger un fast-food ce jour-là, sans faire de publicité. Faut pas m'envoyer la facture après, hein. C'était un KFC, par exemple. Mais je pense que pour le KFC, j'ai payé 4 dollars. Voilà, quand on m'a débité sur ma carte. Mais le KFC coûte combien à Abidjan? Comment on peut avoir un SMIC de 75 000 francs CFA et puis, par exemple, le KFC va coûter 10 000 francs ou 15 000 francs CFA quand on va manger un sandwich? Mais gouverner, c'est attirer les investisseurs étrangers, mais c'est mettre en adéquation les investissements étrangers avec la politique sociale qu'on veut mener. Aujourd'hui, comment on peut acheter des vêtements de marque, comme de la marque Lacoste par exemple, plus cher à Abidjan qu'en France? Ah, logique. Voilà, donc c'est un oxymoron embelli et non, justement parce que les droits de douane, les droits de douane, les taxes sont trop peu élevés, donc il faut que les gens aient une marge, donc ils sont obligés d'augmenter le prix. Voilà, et les associations de consommateurs, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Bon, ça n'existe presque plus. J'ai vu le trublion à l'époque, Komoé, qui est devenu un chroniqueur de Live TV. Bon, sans lui faire offense, bon, c'est devenu un laudateur aujourd'hui. Bon, on comprend. Chacun regarde la pitance. C'est un laudateur pour toi, monsieur Marius Komoé, c'est un laudateur? Absolument. Vu ses dernières réactions, c'est un membre du RHDP. Voilà. Et donc, cher camarade Daouda, tu le trouves l'audateur? Non, écoutez, Daouda, je ne souhaite pas en parler parce que Joker? Bon, comment? Joker? Non, pas le Joker. Moi, excusez-moi, je ne me tortille pas le derrière très longtemps pour chier droit. Voilà, donc lui, je peux en parler, oui, mais je n'estime pas que je dois, moi, parler de Daouda parce qu'il n'en vaut pas la peine. Voilà, c'est tout. Dans ce cas-là, je pense qu'il n'a pas les ressorts intellectuels solides pour mener un débat de qualité, sauf outrager des femmes. Je l'ai vu insulter des dames sur un plateau, ce que moi, je ne ferai jamais. Donc, j'estime que quelqu'un comme ça, à tenir un discours avec lui, il ne saura pas, non seulement me tenir la dragée haute, mais il ne mérite même pas que je m'attarde sur son cas. Donc, s'il y a des questions plus pertinentes... Alors, Daouda, si tu es de passage, je pense que Daouda, certainement, je l'ai vu apparaître, ses propos n'engagent que Kader Diarassouma. Je te l'ai écouté. Non, moi, j'ai fini sur cette question-là. Ok, donc on va aller sur un autre point, sans plus tarder. Il y a aussi un élément qui est très important, c'est-à-dire que c'est l'aspect, aujourd'hui, de l'éducation. Et nous avons vu que le gouvernement de Côte d'Ivoire, c'est l'une des poches budgétaires les plus élevées, d'accord, en ce qui concerne l'annonce du budget 2026. L'annonce du budget 2026, la poche budgétaire concernant le ministère de l'Éducation nationale était à hauteur de 1800 milliards de francs CFA. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, l'école ivoirienne, on peut avoir un satisfecit de 2011 jusqu'à 2026? On nous dit, beaucoup de communicants proches du parti au pouvoir nous disent que les bâtiments scolaires pleuvent à foison en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir un satisfecit? Parce que, à titre personnel, je tire un peu sur la sonnette d'alarme parce que je juge, à mon humble niveau, que le niveau n'est pas assez reluisant. Qu'est-ce que toi, tu peux en dire? Et qu'est-ce que GPS aussi peut dire en ce qui concerne l'école ivoirienne? Le récent ministre de l'Éducation nationale, qui vient d'être nommé, Monsieur Nguessan. Monsieur Nguessan, de ce que je sais de son pédigré, c'est un rigoriste. Voilà, quelqu'un qui a de la rigueur. Et j'espère bien que la nouvelle mission qui lui est assignée, parce que moi, j'estime que la politique doit s'arrêter à la porte de l'école, ne doit pas franchir l'école. Voilà, donc, ce sont nos enfants
qui connaissent une éducation biaisée depuis combien d'années. Et sur cette question, je vais dire que l'école est partie de Chari-Bansila. L'école est partie à Volo, sous Kandia Camara. Marié Toukoné a essayé de faire ce qu'elle pouvait faire avant que la politique ne la rattrape dans son action. Mais en tout cas, j'espère que M. Nguessan pourra redresser la barre et mettre une éducation de qualité au service de nos enfants, de nos petits frères, de nos grands frères qui sont dans le système éducatif ivoirien. Mais quand je parle d'amélioration du système éducatif, je ne vais pas éluder la question de, par exemple, la révalorisation salariale des enseignants. Leur qualité de vie, ils ont fait des revendications. Pour certains, ils sont allés en prison récemment également. Que chacun retienne cette phrase. La principale institution dans une dictature, c'est la prison. C'est pas de moi, c'est d'Amadou Kourouma. Donc, il faut améliorer la qualité de vie des enseignants. Pourquoi ne pas leur accorder des primes? D'autant plus qu'on dit que l'économie de la Côte d'Ivoire est une économie à faire pâlir de jalousie. Les États-Unis, la France, avec un PIB qu'on nous a vanté comme le meilleur PIB qui n'a jamais existé au monde. Mais si on a une économie aussi réluisante, pourquoi on n'accorde pas de primes à des enseignants, d'autant plus que leur condition de vie après coup est presque miteuse? Voilà, on a su relever l'économie du Japon. Le Japon se porte bien aujourd'hui. On peut relever l'économie de la Côte d'Ivoire en accordant des meilleures conditions de vie aux Ivoiriens. Ou bien ce qui a été fait au Japon n'est pas applicable en Côte d'Ivoire. Ou bien comme on nous appelle Ivoiriens et que nous ne sommes pas Japonais. Bon, enfin, il y a beaucoup d'oxymorons. Bon, il y a beaucoup de choses pas utiles. D'accord. Alors, on a évoqué, je pense que tu as évoqué précédemment, en fait, le GAFI. C'est que la Côte d'Ivoire, depuis plusieurs années, est citée comme une plaque du blanchiment, hein, blanchiment à tout bas, qu'il soit immobilier, qu'il soit aussi, bien évidemment, dans ce qu'on appelle les substances que je n'ai. Voilà, je pense que tu le sais. On parle aujourd'hui de la prostitution, qui est assez juvénile, hein, qui est assez précoce, la prostitution. On peut parler, bien évidemment, aussi, d'accord, même du blanchiment à caractère, on va dire même à partir des fondations. J'ai pas envie d'indexer les gens, mais le blanchiment dans tous les sens du terme. Pourquoi ce bilan? Pourquoi y a-t-il eu un laisser-aller? Parce qu'il y avait un idéal, comme tu l'as dit, depuis 2011. Et comment se fait-il que des situations qui n'ont jamais été vécues auparavant en Côte d'Ivoire sont aujourd'hui une réalité pour les Ivoiriens? Bon, je pense qu'il a reçu un appel. Il nous reviendra incessamment, sous si peu. Mais comme je vous disais, je m'adonne un exercice qui n'est pas forcément commun. Il peut arriver comme ça que je choisisse une personne pour que je puisse effectivement échanger avec elle et poser des questions. Alors, bonsoir, c'est de retour. Voilà, donc je parlais du blanchiment. Le blanchiment est une réalité en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Ce sont des faits que la Côte d'Ivoire n'avait pas véritablement connus auparavant. D'accord, auparavant. Mais comment se fait-il qu'il y ait eu cette déflagration et qui fait aujourd'hui de la Côte d'Ivoire une plaque tournante en ce qui concerne le blanchiment à tout va, hein, blanchiment avec les substances, blanchiment dans l'immobilier, blanchiment dans plusieurs secteurs. Comment se fait-il? Donc on va dire que c'est un pays blanc désormais. Bon, bah, un pays blanc, si tu veux. On a non seulement déversé la poudre blanche sur le pays, mais les effets de la poudre blanche sont entrés dans le bâtiment, sont entrés dans la corruption d'agents, sont entrés. Je vous rappelle qu'il y a quelqu'un qu'on appelait Ali le douanier, qui avait saisi qui avait fait entrer 1 tonne de cocaïne en Côte d'Ivoire, de poudre blanche en Côte d'Ivoire. Le procureur de l'époque, Ado Richard, avait présenté avec le haut commandement de la gendarmerie donc cette substance-là qu'ils allaient brûler. Mais la substance qui a été brûlée, il y en a qui a été récupérée et revendue sur le marché. Vous voyez comment notre pays est gangréné. La course à l'argent en vitesse. Les gens ne croient plus aux valeurs du travail. Et naturellement, quand c'est comme ça, tout le monde veut rouler carrosse. Personne ne veut être la 5e roue du carrosse désormais. Donc, c'est des voitures rutilantes qui... Aujourd'hui, moi, je pense que il y a 6, 7, 8 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans,
Est-ce qu'on pouvait même déposer 5 millions de francs CFA sur son compte bancaire sans qu'on nous demande l'origine de ces fonds-là aujourd'hui? Mais quand on regarde les comptes bancaires en Côte d'Ivoire, pour des gens qui ne sont pas entrepreneurs, qui sont pas connus pour être des grands travailleurs, qui se retrouvent avec des milliards de francs CFA sur leur compte sans que cela ne meuve personne. Mais c'est de là que on parle de blanchiment de capitaux. Et bien sûr, le groupe d'action financière internationale a mis la Côte d'Ivoire sur la liste très très sérieuse. Et c'était de la négociation pour qu'on ne soit même pas sur la liste noire. Mais aujourd'hui, par exemple, moi je connais des amis qui ont fait des virements à partir de la France. Vous pouvez essayer, ne serait-ce que de 1 500 € ou de 1 million de francs CFA. Mais avant que les 1 million n'arrive, c'est 45 jours à 2 mois, par exemple. Les gens sont obligés de passer par des méthodes auxiliaires comme TapTapSend ou bien Sendwave, ce genre de trucs-là, parce que les transactions bancaires de la Côte d'Ivoire ne marchent presque plus, alors qu'on est dans un système qu'on appelle le SWIFT, par exemple. Mais le GAFI a sanctionné la Côte d'Ivoire, ça veut dire que même au niveau des autorités, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est un ancien cadre du RHDP, je ne sais pas s'il est toujours, mais en tout cas, il allait en prison dès lors qu'il a dénoncé ce que la haute autorité de la bonne gouvernance avait donc décrié, c'est-à-dire 1400 milliards de détournements par an au sein même des membres du gouvernement. Mais c'est Yodé et Siro qui ont chanté, si tu as choisi voleur, nous on va t'appeler voleur. Donc, si tes ministres sont voleurs, que tu n'arrives pas à les sanctionner, mais toi-même tu es le plus grand voleur en puissance. Voilà, donc ça c'est clair. Maintenant, je ne vais pas vous cacher ceci. Il y a 2 semaines ou presque, le FBI a débarqué à Abidjan pour voir les tentacules du Hezbollah qui ont commencé à avoir pignon sur rue en Côte d'Ivoire à travers l'introduction d'une manne fiduciaire dont on ne sait l'origine, mais qui sert bien à financer certaines activités illicites. Mais pourquoi tout ça, ça arrive en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Tout ça, ça arrive en Côte d'Ivoire aujourd'hui parce que nos dirigeants sont corrompus, avec le plus grand corrompu en puissance, M. Alassane Ouattara. Voilà qui est dit. En tout cas, on va revenir en tout cas dans un chapitre. On va revenir pardon un chapitre qui est quand même récent, le chapitre d'octobre 2025. Je ne m'empêche pas. Je viens de voir un commentaire. On dit 1400 milliards par an, c'est exagéré. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est M. Joël Nguessan et c'est un rapport de la haute autorité de la bonne gouvernance. Voilà. Donc ce n'est pas moi. Epiphane Zoro Bibalo, qui est le ministre en charge des questions de bonne gouvernance, c'est lui qui l'a dit. C'est un membre du RHDP, donc vraiment. Ne venez pas manger votre piment dans ma petite bouche. Oh, non. Faut pas faire forcément attention parce que les commentaires, il y a de tout dans les commentaires. Donc, il faudra vraiment faire l'effort de ne pas forcément être arrivé sur les commentaires. On a fait cet exercice-là. Question. Précédemment, chapitre 25 octobre 2025. On a vu ce qui s'est passé. Et puis, on a la vie politique qui est en pleine évolution. Monsieur Soumaïla Brenouni, vice-président de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, vous, opposition ivoirienne, partis confondus, est-ce que vous ne savez pas, vous n'avez pas de but, vous n'avez pas d'objectif précis? Est-ce qu'on peut véritablement aujourd'hui dire ne pas reconnaître un mandat et en même temps présider une institution, y participer? Alors, je pense que on aurait dû accorder nos sons de violon avec les sons de nos clarinettes. Mais on a une opposition aujourd'hui qui a peur de souffrir. Moi, j'ai vu des gens qui se sont mis dans le sabaridé. Voilà, c'est eux-mêmes qui ont inventé ce mot. Dès lors que l'exil commence à peser, et Dieu sait que l'exil, c'est pas facile, sur eux, donc ils vont demander pardon, se mettre à genoux, rentrer en Côte d'Ivoire pour aller... Ils savent que c'est la dictature, mais ils vont se mettre au service de la dictature. OK? Pour la question du PDCI, moi, je ne suis pas très à l'aise t'es pas obligé de parler. Je vais répondre. Je vais répondre parce que je n'ai pas la langue de bois, moi. Voilà, je vais dire ce que je pense sur cette question-là. Pour le cas du PDCI, moi, je pense que le PDCI a perdu de sa superbe. D'accord. Le PDCI a perdu de sa superbe, non pas à cause du président Tidiane Thiam, parce qu'il lui-même est victime de ce que nous avons subi avant lui. Quand il faisait donc l'allégorie du serpent dans la poche, d'aucuns pensaient que c'était de nous qu'il parlait, mais il parlait bien sûr d'Alassane Ouattara. Exactement. Parce que moi, je ne vois pas
la raison du maintien à l'extérieur de M. Tidiane Thiam, qui a dit sur des plateaux de télévision, je ne sais pas s'il était face à toi ou qui, je ne sais pas, qu'il qu'on lui a dit clairement que s'il rentrait en Côte d'Ivoire, il allait aller en prison, il avait peur pour sa vie et tout ça. Mais est-ce qu'en politique, on devrait avoir peur pour sa vie? C'est un engagement. C'est un engagement qui ne doit pas conduire M. Thiam à l'exil. Mais je pense que M. Thiam a péché sans lui manquer de respect, sans lui faire offense, par naïveté, à trop vouloir faire confiance à Alassane Ouattara. C'est la première fois que moi j'ai entendu un homme politique, qui plus est opposant, aller dire que je suis allé voir le chef de l'État pour lui demander la permission que je serais candidat. Mais déjà, c'était une démarche alambiquée. Moi, j'ai jamais vu ça dans ma vie. En tout cas, des oppositions, j'en ai vu. Des aplaventristes, des obséquieux, j'en ai vu, mais c'était la première fois, par exemple, que je voyais que, bon, on va demander la permission à son opposant pour être candidat. Primo. Deuxième, Monsieur Thiam, je vois aujourd'hui qu'il y a des bisbilles avec certains de mes amis que je connais très bien, notamment Monsieur Ewoja Gabriel, qui est un ami que je salue au passage, et le maire de Port-Bouët également, qui est un très bon ami à moi. Mais je vois qu'ils ne veulent pas rentrer dans le groupe parlementaire du PDCI-RDA. Mais ça veut dire qu'il y a un gros problème. Il y a un gros problème au niveau de la gestion. Et je vous rappelle que la manière dont a été débarqué, par exemple, le maire de Port-Bouët de son poste de secrétaire exécutif, c'était comme si c'était une vengeance. Et on lui a mis à la place M. Yapo Kalis. Mais non, au niveau de la gestion du PDCI et Cerise sur le Sunday, on ne peut pas être contre le 4e mandat comme nous on l'a été contre le 3e mandat et aller adouber des élections législatives pour essayer de légitimer ce pouvoir-là. Voilà, bon, je rebondis parce que tu étais dans ton élan, mais est-ce que ces élections, par exemple, M. Bredoumi, qui est aujourd'hui vice-président, est-ce que ces élections-là ne prouvent pas la sincérité et la véracité du jeu électoral, contrairement à certaines personnes qui disent que tout est pipé d'avance, mais moi, ça m'arrive de dire. Oh, d'accord. Quel était... On dirait que c'est un beau conte de fées, hein. On est en prison, on est élu, on vient en ouais, c'est ça. Je ne sais pas déjà... c'est en Côte d'Ivoire, on peut avoir ce genre de cirque-là. Voilà, et on a des clowns qui sont là, qui essaient de se faire passer pour les personnes les plus intelligentes. Monsieur Bredoumi Soumaïla n'avait pas allé en prison parce que son immunité parlementaire n'avait pas été levée. Il n'y avait pas de cas de flagrant délit contre lui. Il a été injustement en prison. Peut-être qu'on veut lui faire amende honorable en essayant de faire croire que cette Assemblée nationale-là est un parlement, mais c'est une caisse de résonance. Et pour légitimer la caisse de résonance dans laquelle nous sommes, il faut le mettre là comme un pantin. Un vice-président de l'Assemblée nationale, quelle est la prime qu'il a? Je pense à l'époque, c'était 100 000 francs CFA. C'est un poste de reine d'Angleterre. Ça ne sert à rien. Voilà, c'est des honneurs qui ne servent à rien. Voilà, donc si pour un poste de vice-président, tu vas légitimer un 4e mandat où des Ivoiriens ont été assassinés, c'est-à-dire toi-même, il faut revoir la perception de ta propre cohérence. Voilà, sur cette question. D'accord, on va pas dans ce cas-là s'apaisantir, on reviendra certainement sur le PPACI. Mais j'ai une autre question, parce qu'effectivement, tu as fait cas de ton oncle Alzata, suite en fait à un contrôle parce qu'il son patronyme serait, et bien évidemment, en fait, d'accord du Septentrion. Diarra-Souba, c'est un patronyme qui est commun dans le subconscient ivoirien, mais ces formes d'injustice, comme tu l'as dit, ont existé. Aujourd'hui, beaucoup de personnes aussi tirent sur la sonnette d'alarme et ils trouvent qu'il y a une concentration à certains postes stratégiques sur l'aspect quantitatif des personnes du Septentrion. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui qu'on a un pouvoir qui est en train de se djoulatiller en Côte d'Ivoire? Non, mais on sent. Oui. On sent, très cher frère, tu es en train d'enfoncer une porte déjà ouverte et moi je vais replacer l'église au centre du village. Oui, je conviens, je suis en train d'aller dans ton sens, justement. Écoute, on sent. Moi, je m'appelle Kader Diarra-Souba. Oui. Mon père, il s'appelait Adama Diarra-Souba. Ma mère s'appelle Djedje Thérèse. Donc, je suis très à l'aise pour parler de ce genre de questions.
Oui, vas-y. Je ne peux pas accepter qu'on brime un BT autant que je n'accepte pas qu'on va brimer un Djoula ou un Sénofo. Moi, je suis très logique, très cohérent dans mes actions. Ceci dit, on va prendre la liste du gouvernement ivoirien. Pardonnez, je vais ouvrir mon ordinateur. Gouvernement ivoirien, ok? Très bien. Composition du gouvernement ivoirien, je sais pas. Ok, je sais pas si c'est ça. Alors, président de la République, Alassane Ouattara. Vice-président, vous m'entendez toujours, hein? Vice-président, Konetiemoko Meile. Vice-premier ministre, ministre de la Défense, Tene Birahima Ouattara. Ministre d'État, ministre de la fonction et de la modernisation de l'administration, Madame Anne Désiré Ouloto. Je ferai un bon secrétaire général du gouvernement, ainsi je disais les noms des promus. Ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Madame Niale Kaba. Garde des Sceaux. Vous notez ceux qui sont du Nord, ceux qui ne sont pas du Nord. Garde des Sceaux, Monsieur Jean Sanson Kambilé. Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé. Ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, Monsieur Adama Koulibaly. Ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Monsieur Mamadou Sangafoa Koulibaly. Ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, Monsieur Bruno Nabanié Kone. Ministre des Transports et des Affaires maritimes, Monsieur Amadou Kone. Ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Monsieur Amédée Kofi Kwaku, qui, lui, ne peut pas arriver en France depuis un certain moment parce qu'il est visé par une enquête pour justement corruption et blanchiment d'argent. Alors, il a reçu un appel, il nous reviendra sous si peu. Je vois qu'il y a pas mal de demandes, mais vraiment, c'est un exercice. Je suis là. Ok, vas-y, continue. Ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, porte-parole adjoint du gouvernement, Monsieur Mamadou Touré Di Mbappé. Bon, c'est moi qui ai ajouté Mbappé, hein, c'est juste pour abuser un peu la galerie. Ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Monsieur Pierre Ngundemba. Ministre de l'urbanisme, bon, on n'est pas parti très loin dans le sud, hein, on revient encore au nord. Ministre de l'urbanisme, du logement et du cadre de vie, Monsieur Moussa Sanogo. Ministre des Ressources animales et halieutiques, Monsieur Sidi Tiemoko Touré. Ministre du patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques, Madame Maria Tokone. Ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, Monsieur Amadou Koulibaly. Ministre des eaux et forêts, bon, on retourne un peu encore au sud, Monsieur Jacques Assaoré Conan. Ministre du commerce, de l'industrie et de l'artisanat, et comme on ne dure jamais trop longtemps au sud, on remonte encore au nord. Monsieur Ibrahim Khalil Konaté. Ministre du tourisme et des loisirs, Monsieur Siandou Fofana. Ministre du plan et du développement, Monsieur Souleymane Diarasouba. C'est pas mon parent, rassurez-vous, il n'est pas xénophobe comme moi. Monsieur Adama Diawara, quant à lui, il est ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le ministre de l'Emploi, de la protection sociale et de la formation professionnelle, Monsieur Adama Kamara, ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de l'enseignement technique. Bon, ça, c'est mon coup de cœur, même si... voilà, Monsieur Nguessan Kofi, ministre des infrastructures et de l'entretien routier, Monsieur Yacouba Yensié, ministre de la cohésion nationale, de la solidarité, de la lutte contre la pauvreté. Bon, il fallait qu'on trouve un BT de service. Miss Logo Belmont Dogo. Non, mais soit on parle à bâton rompu, soit on parle pas. Miss Belmont Dogo. Ok, d'accord. Ministre de la transition numérique et de l'innovation technologique. Il s'appelle Monsieur Djibril Ouattara. Ministre de la femme, de la famille et de l'enfant, Madame Nasseneba Touré. Elle, bon, j'ai vu qu'elle avait fait une interview catastrophique où on a vu qu'elle n'était pas très bonne grammairienne. Elle a prétendu que c'est parce qu'elle avait trop duré aux États-Unis qu'elle n'arrive pas à bien parler français. Bon, on peut le lui concéder. Et comme c'est une dame, on va pas trop taper sur les dames, ok? Ministre de la culture et de la francophonie, Madame Françoise Remarque. Ministre des Sports, Agué Silas Mèche. Ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Monsieur Abou Bamba. Ministre délégué auprès du ministre des Transports chargé des Affaires maritimes, Monsieur Célestin Seredo. Ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Monsieur Adama Dosso. Et enfin, Etuti Kwenti.
Bon, comme on a commencé cet exercice-là, on va faire une chose très très simple. Hein. On sent un peu de patience. Liste des DG ivoiriens, ok? On va pas tous les citer, mais on va voir maintenant. Et toi-même, tu vas, comme tu veux manger ton piment dans ma bouche, on va voir si... on va voir liste des directeurs. C'est un exercice didactique, hein, presque, qu'on est en train de faire aujourd'hui. Maintenant, tu vas voir maintenant si le pouvoir est dulatisé. Si toi-même tu as dit ça, il n'y a pas de problème. Bon, je n'arrive pas à retrouver... bon, je n'arrive pas... Liste? Non. 2025, on va mettre ça comme ça. Et puis on verra... Bon, écoutez, moi je ne retrouve pas la liste je dois avoir ça dans mes archives quelque part. Mais attendez, j'ai une liste là de deux. Alors, liste complète des nominations dans les départements ministériels et les établissements publics nationaux et EPN. Ok. Attendez, ministère d'État, non. Je retrouve pas la liste. Mais en tout cas, vous imaginez la liste qui est sous mes yeux, la qualité des noms qui y figurent. Ok. Ben on va essayer de retrouver. Si quelqu'un retrouve, je vais demander à mes amis de m'apporter cette liste-là. Oui, mais bon, et cette liste-là. Déjà avec la portée, moi je veux savoir, déjà avec la portée déjà de tout ce qui a été listé comme ministre, et déjà des échos, d'accord, que tu pourrais avoir, ou même de ton appréciation, tu trouves aujourd'hui qu'il y a ce traitement de faveur qui n'est pas digne de la pluralité, hein, comme ce fut le cas, même en donnant l'exemple de ton père. Lorsque nous nous battions donc contre le système à l'époque, et on estimait qu'il y avait une forme d'injustice qui existait. Je vous rappelle que M. Mamadou Koulibaly, ancien président de l'Assemblée nationale, était en bisbille avec Feu Désiré Tagro, qui l'accusait par exemple de faire des recrutements que des BT à la police. Voilà, donc si on a dénoncé ça par le passé, moi je ne peux pas être d'accord avec la politique de rattrapage de M. Alassane Ouattara. C'est lui-même qui l'a dit. Voilà. Il a dit qu'il fallait équilibrer, donc lui il fait du rattrapage. Pourquoi vous êtes étonné? Mais est-ce que l'équilibre là, il n'est pas abusé parce que c'est depuis, je crois, Non, c'est pas un équilibre. C'est même pas un équilibre. Ça, si tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret, c'est clair. Donc, comme la majorité des militants, on connaît la base sociologique du RHDP, des militants qui ont battu le pavé pour ce parti, il faut leur donner des strapontins pour les récompenser. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans la liste du gouvernement, on retrouve que à 80%, tous les membres viennent du septentrion ivoirien. Voilà, ça c'est clair. Maintenant, si on prend la liste des DG, j'ai été scandalisé. Les Américains disent « I was flabbergasted ». Quand j'ai vu cette liste-là, parce que cette liste est composée à 90% de ces mêmes personnes-là. Voilà, donc aujourd'hui, c'est une politique de rattrapage qui ne dit pas son nom. Lui-même l'avait dit dans une interview qu'il avait accordée à l'Express. Donc c'est la matérialisation de son désir profond de faire de la Côte d'Ivoire un ado-land pour essayer de lui créer une dynastie et de pérenniser son empire. Alors, enfin, on va bientôt terminer parce que notre interview était très intéressante. Hein. On pourrait, pendant 4 heures, échanger. Je veux savoir, y a-t-il pas un danger qui se présage à l'horizon si nous continuons dans ce type de gestion, je dirais cette opacité où on ne met pas forcément des personnes méritantes à des postes? Est-ce qu'on ne se tend pas vers un danger que l'on ignore ou que l'on fait fi de ne pas savoir? Écoute, moi je suis pas un diseur de carabistouille ou encore moins un cartomancien, mais je sais lire les évidences. Quand on met des personnes non méritantes à des postes qui ne leur sont pas dus, c'est sûr que le pays va aller dans le gouffre très très rapidement. Vous voyez que malgré nos oppositions politiques, tout le monde, ou presque tout le monde en Côte d'Ivoire, a salué la nomination du ministre de l'Éducation nationale, du nouveau en tout cas. Quand on sait ce qu'il a fait, quand on connaît son CV, quand on connaît son pédigré, voilà, c'est salué.
Mais il y a des gens qui ne sont ministres que parce qu'ils ont été fidèles à Alassane Ouattara. Dites-moi, sans rentrer dans la gestion profonde des ministères, Adjoumani, pendant tout le temps qu'il a passé au ministère de l'Agriculture, quelle est la plus-value qu'il a apportée à ce ministère? Ne sont-ce pas donc les agriculteurs qui sont en train de battre le pavé et qui ont fait un petit tour à la Maca récemment parce qu'ils étaient en train de revendiquer leurs droits? Si Adjoumani a fait un bon travail, dites-moi que Adjoumani a fait un bon travail. Est-ce que M. Bruno Nabanié Koné, qui est le gendre du président Alassane Ouattara, c'est pas sous M. Bruno Koné qu'on a connu les plus graves crises du logement en Côte d'Ivoire. C'est pas sous M. Bruno Koné qu'on est en train de remblayer notre lagune ébriée, sapristi. Comme si en France, pour un problème de terrain, on partait remblayer la Seine. Mais c'est un sacrilège ce qu'ils sont en train de faire. C'est un sacrilège qui n'a pas de nom. Mais c'est sous Alassane Ouattara qu'on a connu ça. Maintenant, est-ce que vous me permettez, par exemple, de parler de la qualité de M. Bruno Koné? Parce que M. Bruno Koné, il n'est que le gendre d'Alassane Ouattara. Non, si c'est faux, vous me le dites. C'est le gendre d'Alassane Ouattara. Il a épousé la nièce d'Alassane Ouattara, qui est elle-même secrétaire générale de la présidence de la République. On n'a jamais connu tel degré de népotisme en Côte d'Ivoire. Mais attendez, c'est de la compromission, par exemple, que de venir d'être gérant d'un établissement public national et dire que parce que mon frère est compétent, je prends mon frère et puis je le mets. Moi, dans ma famille, tout le monde est diplômé. Est-ce à dire que si moi, je dirige un jour un EPN ou je suis DG quelque part ou encore si je suis ministre, je prends tous les membres de ma famille pour former mon cabinet au nom de la compétence? Mais regardez les membres de la famille de M. Alassane Ouattara qui font les affaires avec qui passent des marchés publics, qui sont. Alors qu'on avait accusé Laurent Gbagbo d'avoir nommé son frère cadet Dertin, qui n'était même pas son frère, comme ministre de la Défense. C'était les chefs d'accusation que les avocats du RDR avaient envoyé à la CPI contre M. Laurent Gbagbo. Non, on ne gouverne pas avec sa famille. C'est un principe de bonne gouvernance générale. On ne gouverne pas avec sa famille, tout comme la famille n'est pas responsable des actes posés par son frère ou son fils politicien. Le frère d'Emmanuel Macron et sa sœur Laura Macron, si Emmanuel Macron connaît des affres de la justice, lorsqu'il était opposant par exemple, est-ce qu'on allait prendre Laura Macron ou bien son frère pour le mettre en prison? Non, mais en Côte d'Ivoire, on a vu que on gouverne tellement avec la famille qu'ils ont pris les frères de M. Soro qui n'avaient rien à voir avec la politique, qui ne s'est jamais approché de la gestion du pouvoir, mais on les a mis en prison gratuitement. C'est le népotisme qui en veut à ceux qui ne font pas de népotisme. C'est-à-dire, quand on veut rester trop bien, on dit non, vous êtes trop bien, c'est pas normal. En fait, nous sommes dans l'ère de l'anormalité qu'on veut rendre normal. On fait donc des pansements sur des plaies suantes, voilà, en essayant de régler les problèmes alors qu'on est en train de déplacer tout simplement le problème. Si on y prend garde, si les Ivoiriens ne se réveillent pas, parce que nous, en tout cas, nous, on considère qu'Alassane Ouattara, depuis 2020, il n'est plus le président de la République de Côte d'Ivoire. C'est un chef d'État de fait. Voilà, s'il a la même qualité que Tiani, que Assimi Goïta, voilà, donc il peut pas se moquer d'Ibrahim Traoré parce que s'ils accusent Ibrahim Traoré et les pays de l'AES d'avoir fait des coups d'État, Alassane Ouattara, c'est tout aussi un coup d'État parce que c'est un argument dolosif qu'il a utilisé. Il a fait croire à Emmanuel Macron que parce que son dauphin putatif était décédé, ça a voulu donner une exception constitutionnelle pour candidater pour un troisième mandat, ce qui était faux. Lui qui avait prétendu avoir une demi-douzaine de cadres tout aussi valables, pourquoi depuis là, cette demi-douzaine de cadres est en train de voir sa barbe devenir de plus en plus blanche et ne trouve pas par exemple, de solution et on va prendre son petit frère, encore du népotisme. Vous voyez? Si on y prend garde, la Côte d'Ivoire va de Charib en Silla. C'est-à-dire, notre pays est en train d'aller à volo pour des gens qu'on considère être comme qui ne s'attendaient même pas à avoir la gestion du pouvoir un jour. Ils se sont battus, ils étaient désespérés, ils veulent se rattraper, ils veulent se faire
des paillassons en or et je ne vais pas dire l'expression. On sent, pour les militants du RHDP, moi je vais dire quelque chose et je vais paraphraser Coluche. La Côte d'Ivoire va mieux. Pas mieux que l'année dernière, mais mieux que l'année prochaine. C'est-à-dire, nous sommes en train de foncer tout droit dans le gouffre. Quand on a dit que 6 000 milliards de dettes, c'était énorme, c'était immense, 33 000 milliards de dettes, à moins que je ne suis pas très bon comparatif en arithmétique, mais en tout cas, 33 000, je ne sais pas, 6, ça fait 6 000 milliards combien de fois. Mais en tout cas, le niveau de la dette aujourd'hui, c'est très inquiétant, même si on dit que les standards de la sous-région, c'est-à-dire les 70% ne sont pas encore atteints, mais en tout cas, c'est très, très inquiétant. Et si on y prend garde, notre pays va se retrouver en défaut de paiement. Notre pays va se retrouver dans les méandres des pays qu'on est en train de moquer aujourd'hui, alors qu'ils sont en train de sortir des ornières. Voilà, donc il faut qu'on y prenne garde, il faut qu'on fasse très, très attention. Maintenant, sur cette question. Vous savez, je voulais revenir, mon intention même de participer à ce live-là, c'était pour rétablir un fait. Lequel? Lequel? Parce que je veux juste savoir lequel rapidement, parce que j'avais une dernière question à te poser très importante. D'accord, on va poser ta question, mais il faudra me rappeler, parce que il y a la nouvelle architecture de la communication des militants du RHDP. Attends, pause. Alors, dernière question. Il y a un scandale qui éclabousse un petit peu le monde entier, qui est l'affaire Epstein. J'ai eu à m'entretenir là-dessus et la Côte d'Ivoire a été mentionnée. C'est un point à ne pas négliger. Alors, je peux avoir ton point de vue à titre personnel, même si tu veux, peut-être ton mentor a eu vent de cette histoire-là. Certaines personnes proches de M. Ouattara, en tout cas... Donc, oui. Bon, vraiment, si on dit rébellion en Côte d'Ivoire, là, oui. Vraiment, nous, on demande pardon, on a fait rébellion. On nous a cités dans rébellion jusqu'à, bon, on a demandé pardon dans rébellion. Mais jamais dans l'affaire de prostitution, jamais dans l'affaire de drogue, jamais dans l'affaire de gabegie financière, corruption, tu vas entendre notre nom dedans. Vraiment, c'est des choses qu'on ne fait pas. Moi, j'ai été scandalisé par l'affaire Epstein. Mais j'ai pas fini. Tu vas pas laisser oui. L'affaire Epstein. Voilà, je voulais terminer dessus, l'affaire Epstein. Ton point de vue, je pense que peut-être tu dois connaître un accord des interlocuteurs qui étaient mêlés dans ces affaires. Je sais pas si tu as épluché tous les mails. Et j'ai eu aucune On sent. Non, j'ai pas dit de révéler, mais je veux dire, j'ai eu aucune déclaration officielle de la part du gouvernement. Les journalistes ivoiriens en ont parlé, les chroniqueurs en ont parlé, c'est-à-dire tout ce qui est médias, personne s'est bouche cousue, d'accord, sur ce sujet. Deuxième point, deuxième question, je chute là-dessus, tu pourras faire en 2 en 1. Alors, apparemment, il y a un mercato. Qu'est-ce qui se passe au niveau, d'accord, de ceux qui disent... Non. On va garder la question là pour après, juste après. Okay, juste après que je réponde à celle. Okay. Moi, j'ai été horrifié par la question de Epstein. Tu sais, moi, la politique, moi, il y a des choses qu'on ne touche pas. La famille, la femme, les enfants. Les enfants, c'est sacré. Et surtout, sexualiser des enfants, c'est quelque chose d'horrible. Voilà, c'est quelque chose que je ne comprends pas. C'est-à-dire, je me dis, comment est-ce possible qu'on en arrive à la sexualisation des enfants? Et bon, on se retrouve là, l'affaire Epstein, tous les médias en parlent, sauf en Côte d'Ivoire, où la Côte d'Ivoire a été citée plus de 700 fois, m'a-t-on dit. Je n'ai pas lu les Epstein Files. Voilà, sur la question, je vais aller plus loin. Moi, je considère par exemple que, et ça, pour ça, j'en veux au peuple américain, d'avoir élu un monsieur comme Donald Trump, qui est un fou absolu. C'est un fou, c'est de la folie absolue que de réagir comme ça. Voilà, mais lui, c'est un très proche de Epstein, même s'il s'en dédouane aujourd'hui. Je pense que pour faire écran de fumée, il avait donc essayé de placer ses porte-avions pour essayer d'attaquer l'Iran, pour essayer d'étouffer cette affaire Epstein-là. Mais moi, je vais aller très loin. Elon Musk, qui était membre du gouvernement de Donald Trump, et il a connu un court séjour dans le gouvernement de Donald Trump. Il était à la tête du Dodge, ok? Mais Elon Musk a écrit sur Twitter que voilà, Donald Trump était un pédophile et il était dans les Epstein Files. C'est écrit noir sur blanc. Maintenant, comment quelqu'un peut être pédophile? Et nous, les Africains, des Ivoiriens, on va faire des affaires avec ces gens-là. C'est-à-dire, notre cupidité
Il faut faire attention. Hein. On ne peut pas détecter tous ces gens-là. Mais bon, suite à l'affaire Epstein, effectivement, il y a des choses qui sont... voilà. Moi, je veux savoir, est-ce que tu connaîtrais des personnes... Il y a certaines personnes qui ont été citées. Je ne veux pas... Mais est-ce que tu as un effet de surprise? Non, est-ce que tu as un effet de surprise que certaines personnes soient mentionnées? Non, c'est une seule catégorie de personnes qui a été citée, c'est les proches du pouvoir d'Alassane Ouattara. Monsieur Ahmed Bakayoko a été cité paix à son âme, on va pas tirer sur une ambulance. Oui, c'est clair. Voilà. Clair. Mais Madame Nina Keita, c'est qui? C'est la directrice générale des stocks pétroliers au niveau de la geste aussi. C'est la nièce d'Alassane Ouattara. Elle est l'époux de Monsieur Adama Kamara, qui est ministre, encore du népotisme dans le gouvernement. Mais c'est elle qui faisait affaire avec Epstein. Oui. Est-ce que tu étais choqué? Bon, je sais pas si tu la connais personnellement. Je suis pas choqué parce que quand on a des gens en face qui sont des cupides, notoires, mais on peut faire tout pour l'argent. On peut même faire des deals avec le diable. Donc j'ai pas été choqué. Et puis bon, si on entendait le nom de Guillaume Soro dans ce genre de dossier ou de Kader Diarasouba, bon, moi-même j'allais m'en retrouver choqué parce que ce genre d'affaires là, je m'en approche jamais. Mais en tout cas, ceux qui se sont, moi, la qualité des personnes qui ont fait affaire avec lui là, ça m'étonne pas. C'est l'autre comme ça, comme on dit en Côte d'Ivoire. Donc c'est quelque chose de normal. D'accord. Ok. Maintenant, tu voulais donner un point de vue sur la question que je voulais poser. Mercato. Non, Mercato. Mercato ou pas? Pour qui, déjà? Je ne sais pas, il y a beaucoup de communicants, en tout cas, qui proches du GPS, qui aujourd'hui disent que voilà, ils ne jugent pas utile de continuer dans le GPS, ils préfèrent. D'autres disent que c'est le parti d'origine et ils préfèrent retourner chez papa. Papa. Mais c'est une tendance que l'on observe, en tout cas, sur les... Non, cette tendance est vérifiée et vérifiable également au sein du PPACI, parce que j'ai vu des militants du PPACI qui disaient qu'ils quittaient le combat du PPACI. Bon, oui, il y a un certain Dougbashvili ou quoi. J'ai vu des vidéos de plein de cyberactivistes proches du PPACI qui avaient dit bon, ils en avaient marre. Vous savez, on ne peut pas. Moi, une fois que j'ai eu à collaborer une fois avec quelqu'un, c'est pas des gens avec qui je vais en vacances. Voilà, pour certains, ils ont mon numéro de téléphone, mais bon, on prend pas le petit déjeuner ensemble ni on ne prend le train sur le même quai. Voilà, donc je peux comprendre. Mais une fois qu'on a déjà eu à converser une ou deux fois, moi, je m'abstiens d'avoir des propos désobligeants pour le respect. Ce que je peux leur souhaiter, c'est bonne chance. Mais vous voyez, l'impact d'une tornade dans un verre d'eau, c'est comme ça que je considère ce que vous appelez défection. Parce que pour moi, ce ne sont pas des défections. Ils peuvent se répandre aujourd'hui à dire des choses, ramasser leur vomi pour le boire et tout ça, ça c'est leur considération. Il y a une très belle chanson à propos de Sumbil, parce que tu sais que je suis un aficionados du Zouglou, qui disait Politico Diantra. Bon, que chacun fasse rejouer cette musique-là dans sa tête et pourra comprendre la situation. Mais il y a une chose qui est réelle. On ne peut pas reprocher à quelqu'un de ne pas être courageux. On ne peut pas reprocher à quelqu'un de ne pas être courageux. C'est-à-dire le courage, là, c'est une valeur cardinale qui est inhérente au courageux. Moi, Kader Diarasouba, aujourd'hui, c'est vrai que je suis en exil, c'est vrai que oui, mais quand je lis des textes, parce que les gens ont essayé de me grimer aujourd'hui en faisant des collages, bon, d'aucuns sont allés même parler de mon teint, de mon physique, bon, on sent des gens à la gueule patibulaire qui vont me faire ce genre de reproches, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. C'est-à-dire, si même je devais y répondre, parce qu'il y a un spécialement à qui je vais pas faire l'honneur de citer le nom, mais bon, il m'a fait un collage spécial. J'en ai rigolé, mais bon, voilà. Donc, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais les Ivoiriens aujourd'hui, des courageux, ils retiennent le courage. On va beau dire de Guillaume Soro, on va dire, Guillaume Soro, il est constant, il est resté constant sur sa position. Il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. On va dire Kader Diarasouba, le jeune là, il a le mérite de son courage. Et moi, je ne suis pas la figure principale de Génération et Peuple Solidaire. Il y a des membres éminents, plus que moi, qui sont là dans le silence, qui n'ont pas bougé. Maintenant, quand on me parle de 2 tondus et 3 pélés, pour l'honneur que je vais leur faire, mais je leur souhaite bonne chance.
Ils peuvent aller, mais c'est une tempête dans un verre d'eau. C'est beaucoup de bruit on sent, on a la chance de quelques confidences. Tu sais, le travail qu'on fait en sous-marin, tu sais, les gens qui adhèrent à GPS, on leur demande de rester dans le secret pour ne pas parler, pour ne pas s'exposer en ce moment. Voilà. Donc, moi, je m'étais posé la question fondamentalement. Voilà pourquoi il faut avoir le langage courtois quand on parle. Faut être factuel, faut être courtois. Mais moi, je me suis posé une fois la question. J'ai dit, bon, par la grâce de Dieu, GPS va présider aux destinées de la Côte d'Ivoire. Mais comment on va s'acoquiner avec des gens qui ont passé leur temps à insulter les mamans des gens? On veut bien faire justice, mais si on pose des plaintes contre eux et puis on n'arrive pas on bloque la justice dans leur action. Mais en tout cas, moi, il y a des gens qui quittent dans ton combat, c'est un bon débarras. Je pense que les vannes s'ouvrent davantage, les vannes de l'énergie positive, parce qu'on nous a longtemps accusés d'être des insulteurs publics. Depuis que je parle ici, je n'ai fait offense à personne. Après, à part quelques petits retours d'affection que j'ai donnés ici, ça et là. Mais bon, si des insulteurs publics s'en vont aujourd'hui, parce qu'on nous avait imputé la responsabilité des propos qu'ils tenaient, alors qu'ils n'ont jamais imputé la responsabilité des propos que Johnny Pacheco tenait lorsqu'il était au RHDP, à Alassane Ouattara, par exemple. Mais bon, tant mieux, nous, on va occuper l'espace médiatique, passer sur des plateaux de télévision, donner notre avis sur la crise, vraiment sans injure. Et puis les Ivoiriens verront notre projet qu'on a pour eux. Bon, ceux-là, je ne sais pas, ils allaient aller défendre le projet, comment. Quand tu lui donnes un projet, même de lire un programme de gouvernement, ils vont lire ça comment pour expliquer à la population, pour essayer de les convaincre. Vraiment, le Muppet Show, les spectacles de cirque, c'est bien à un certain moment, mais il faut qu'on mette la Côte d'Ivoire au centre du projet pour parler des projets essentiels. Sur l'autre question que je voulais aborder, parce qu'elle est un peu subséquente. Alors, les communicants du RHDP officiels, hein, ils ont mandaté donc leurs cyber-militants. Vous les voyez sur oui, pour orchestrer une vaste entreprise d'intoxication. Ils ont développé une thèse simple, c'est-à-dire si les relations entre les dirigeants de la Côte d'Ivoire et ceux de l'AES sont si exécrables, c'est de la faute, selon eux, de Guillaume Soro. Bon, moi, j'admets, même si c'est faux, c'est grotesque, admettons même que, bon, ce soit de la faute de Guillaume Soro. Mais vous dites que Alassane Ouattara est puissant diplomatiquement. Il a une influence régionale. Et son entrée-gens international est tellement d'une aura exceptionnelle. Et pourtant, à vous croire, une seule personne, Guillaume Soro, qui est en exil depuis 7 ans, ce dernier-là est à l'origine de la crise avec les pays de l'AES. Tu sais, en malinqué, on dit fougaré. C'est-à-dire, flatus vocis, ça revient encore. Tu sais, comme je suis un peu latiniste, ça va un peu avec le malinqué, je me retrouve un peu là-dedans. Flatus vocis, fougaré. Donc, Guillaume Soro, lui, il peut gâter vos relations avec les pays de l'AES. Il peut aller au Ghana sans qu'on applique vos mandats d'arrêt internationaux, mais reconnaissez la masse volumique de ce monsieur-là. Que vous avez dit qu'il était fini. Moi, je comprends pas. Mais mieux, le pays d'origine du chef de l'État, Alassane Ouattara, le Burkina Faso, il y est conspué. Il y est vomi. Petit bémol. Comment son pays d'origine? Son pays d'origine, c'est la Côte d'Ivoire. Il faut remettre les choses. Non, son père, son âme est enterrée à Sindou. Sindou, c'est pas dans les 322 463 km² de la Côte d'Ivoire. Ok. Voilà, monsieur Alassane Ouattara n'eût été le Burkina, il n'allait pas connaître des études aux États-Unis, dont il a bénéficié des bourses, il a été fonctionnaire burkinabé. Attention à ce que je dis. Il ne faut pas confondre la nationalité et les origines. Voilà. Quelqu'un qui est originaire d'un pays étranger, d'autant plus que je ne sais pas si toi tu es français ou bien italien, mais en tout cas, si tu es ivoirien, on va dire que tu es ivoirien. J'ai compris. Il a reçu un appel, certainement. Ok. On va dire que tu es ivoirien d'origine. Barack Obama, il est kenyan d'origine. Mais nulle personne, je ne remets pas en cause la nationalité du président Alassane Ouattara. C'est un débat qui est tombé en désuétude et je ne parlerai pas de ça. Mais lui-même, dans son pays d'origine, le Burkina Faso, il y est conspué, il y est vomi. Il est persona non grata. Mais c'est une forme de douce malédiction. Et ça, si vous dites que c'est Guillaume Soro qui a fait ça contre Alassane Ouattara, mais c'est qu'Alassane Ouattara et toute sa clique, tout son arsenal diplomatique, ce sont des vauriens.
qui ne peuvent rien faire. Attends, c'est nous qui avons dit à Alassane Ouattara d'aller prendre un bataillon de 1100 hommes pour aller bombarder Abdourahmane Tiani et les Nigériens, pour aller tuer les Nigériens. C'est nous, est-ce moi qui ai fait la déclaration du vice-premier ministre Téné Birahima Ouattara, qui disait par exemple que les VDP font des incursions. Mais les VDP, ce sont nos frères, est-ce qu'on ne peut pas parler et régler ce problème-là? Est-ce moi qui suis le président de l'association des enfants de Draman Ouattara qui est à Sendou, d'où Alassane Ouattara est parrain de cette association? Est-ce moi qui ai demandé à M. Bassolma Bazier, haut fonctionnaire burkinabé, de permettre à la Côte d'Ivoire de sécuriser jusqu'à Sendou? Mais ces déclarations sont publiques. Non, non, non. Moi, j'estime à un certain moment que quand on n'a plus les coudées franches pour gérer un pays comme la Côte d'Ivoire, je sais pas, vous le voyez peut-être Alassane Ouattara, que Dieu nous prête la longue vie que Dieu lui a donnée, mais quand on peut plus, on va se reposer. Il voulait partir depuis 2020 s'occuper de ses petits-enfants, mais qu'est-ce qu'il fout là encore? À brimer les Ivoiriens, à créer des conflits sous-régionaux. Imaginez-vous bien que ce sont les militants du RHDP, à majorité, qui sont des gens du Nord ou qui ont des origines des pays de l'Interland, qui disent aujourd'hui instaurer la carte de séjour que M. Laurent Gbagbo avait enlevée. Bon, cette carte de séjour-là, elle existe, mais ils veulent la faire, par exemple, pour les membres des pays de l'AES, qui sont insultés, traités de tous les noms d'oiseaux aujourd'hui. À un certain moment, il faut arrêter la saignée, il faut se rendre... D'ailleurs, ils n'ont jamais été responsables de quelque chose en Côte d'Ivoire. Jamais ils n'ont été responsables de quoi que ce soit en Côte d'Ivoire. Mais c'est toujours les autres, c'est toujours Guillaume Soro, c'est toujours Laurent Gbagbo, c'est toujours Henri Konan Bédié. Ils ont toujours des références anachroniques. C'est-à-dire, quand on leur dit « mais ça, c'est pas normal », ils disent « mais avant, vous faisiez quoi ?» Si vous voyez telle réflexion prospérer dans un gouvernement, c'est qu'ils sont arrivés à la limite de leurs limites et ils ne peuvent plus rien faire, ils ne peuvent plus rien créer, comme disent les Ivoiriens. Donc, c'était pour faire cette clarification-là, toute simple. Oui. S'il y a une dernière question, moi, je vais la prendre. Oui. Et puis, c'est bon. OK. Alors, bon. Je sens qu'ils vont faire de ce qu'on appelle des panels sur moi, mais bon. Il n'y a pas grand-chose à dire. Hein, tu sais, il n'y a pas grand-chose à dire. Bon, ils vont placarder ma photo. Je leur conseille de très belles photos parce que j'ai fait des derniers shootings récemment avec qui me mettent encore plus en valeur. Je peux leur donner, ils peuvent faire des lives dessus. Je vais écouter tranquillement. Bon, en tout cas, moi, je pense qu'on a eu un échange assez intéressant. Il y a pas mal de personnes qui ont fait des demandes. Et de base, en fait, est-ce que tu souhaites prendre des questions? Non, écoute, tu ne souhaites pas prendre des questions? Si je fais ça, est-ce que les gens vont apprécier? Maintenant, il y a une chose que je ne m'autorise plus. C'est toi qui es l'autre. Hein. Non, il y a une chose que je ne m'autorise plus. Ouais. Si le débat, il est qualitatif, moi, je veux bien débattre. Je me suis interdit de discuter désormais avec les militants du RHDP qui pensent avoir la science et la connaissance infuse. Voilà, qui ont toujours raison et tout ça, qui ne veulent pas débattre dans la courtoisie. Si, donc, comme le disait Alpha Blondy, ce sont des tamerconismes et des ibiakiéismes auxquels on aura droit, je ne veux pas y participer. Mais en tout cas, prendre des questions, il n'y a pas de problème. OK. Bon, alors, dans ce cas-là, je tenais déjà à te remercier pour cet échange, parce qu'on devait le faire depuis super longtemps, cet exercice. Et puis, aujourd'hui, on s'est trouvé un petit bout de temps pour le faire. Merci d'avoir, en tout cas, survolé pas mal de points, parce que le temps nous était imparti. Et je pense que je ne suis pas le seul à te dire merci pour cela. Il y a 855 personnes qui ont réussi à écouter. Des personnes qui sont d'accord, des personnes qui ne sont pas d'accord. C'est normal, parce qu'on ne peut pas faire l'unanimité. Et c'est cela aussi, d'accord, la qualité aussi d'un débat. Donc, je vais dire, il y a tellement de demandes, je vais être très clair. Je ne vais pas excéder, en fait, d'accord, 3 questions parce que, franchement, je suis sincèrement désolé. Je dois bien évidemment aussi, j'ai des impératifs. Donc, je dois aussi aller me reposer. Vous avez vu, j'ai mis des gouttes dans les yeux parce que je suis très, très fatigué. Donc, ne prenez pas en mal ceux qui ne seront pas pris. Ne dites pas qu'il y a une préférence qui a été faite au détriment d'autres personnes. Il faut qu'on soit clair. Donc, je vais prendre 3 personnes au minimum et puis on va s'arrêter là. Alors.
Je vais regarder, première personne. Voilà.